Salut à toi et bienvenue dans l'eSpace, l'espace dédié à l'entrepreneuriat ici à l'Université de Genève dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors dans quelques minutes, on va partir sur une masterclass qui va s'intéresser à l'évolution des industries de la culture et du divertissement en présence de Oumar Touré, qui est associé au label de musique genevois Colors Records et aussi fondateur de l'espace The Spot Geneva. Une masterclass finalement qui vient s'insérer dans une journée qu'on a dédiée à l'évolution des industries, à une société finalement disruptée. Et ici, nous intéresserons en particulier à l'industrie de la culture, l'industrie du divertissement, une industrie prometteuse mais qui fait face à beaucoup de défis aussi, notamment en raison par exemple de la crise sanitaire que nous venons de rencontrer, mais aussi par l'émergence des plateformes numériques. Mais avant d'entrer dans le sujet à proprement parler de cette masterclass, on va faire un petit peu de housekeeping si vous permettez. Donc, si vous nous suivez actuellement en direct sur le site de la Semaine de l'entrepreneuriat, nous vous invitons à cliquer sur le bouton Interaction Live qui vous permettra de rejoindre directement le Zoom webinar qui a été mis sur place spécialement pour cet événement et qui vous permettra de poser vos questions directement à l'intervenant. Si vous nous suivez depuis notre site internet, vous pouvez simplement vous inscrire à la masterclass, register en anglais, et en faisant cela, vous recevrez le lien d'inscription de nouveau à la masterclass et pourrez y accéder immédiatement dans les 30 secondes qui suivent. Donc, je crois que là maintenant, il est temps de passer à cette masterclass, mais avant, je crois qu'on a une petite introduction qui va vous être jouée maintenant. C'est quand qu'il y a nos visages sur la monnaie. Je croise des tontons qui me demandent des dédicaces. J'ai pas beaucoup parlé mais j'ai fait ce qu'il fallait. On se sent pas si tu prends pas de risque. Triche pas pour être fort, fixe-moi de l'espoir. Aide-moi c'est intense, extrême faites attention. Dites-moi où est-ce bord, j'ai genoux pour les portes. Business sans ouvrir, fitness pour nous suivre. J'triche pas pour être fort, fixe-moi pour l'espoir. Aide-moi c'est intense, extrême faites attention. Dites-moi où est-ce bord, j'ai genoux pour les portes. Bienvenue Oumar, la parole est à toi. Merci Maël. Donc dis-nous tout, on t'écoute. Alors, bon, c'est cool d'avoir pu commencer par une introduction comme celle-ci. Donc, pour parler du label Colors Records. C'est un label qui a été fondé en 2009. C'est l'impulsion de Théo Lacroix et de Thibaut Eigenmann qui ont eu une vision. Leur vision, c'était de pouvoir faire en sorte que les artistes genevois aient une infrastructure pour pouvoir développer leur projet. En fait, c'était ça vraiment le point le plus important. Et cette infrastructure, donc qu'on appelle label, permet donc d'enregistrer et permet de faire toutes les choses qui sont nécessaires pour faire en sorte que la production soit la plus propre possible. Donc il y a eu une première vague d'artistes. On peut parler de Chaka, on peut parler de Camille Arori ou Carmel Brown, on peut parler de aussi OG Brax. Et puis, suite à cette première vague d'artistes, il y a eu une deuxième vague d'artistes qui étaient des artistes membres d'un collectif qu'ils avaient formé qui s'appelle la Super Wack Clique. Donc, les figures de proue, c'est Makala et Pink Flamingo qui étaient les premiers à avoir rejoint le label, qui ensuite ont été suivis par Slimka, Dime, Myro, The Wolf, Rico the Kid. Voilà, encore beaucoup d'artistes qui sont tous venus dans le label et puis on a commencé à collaborer, donc Colors Super Wack, pour développer cette deuxième génération d'artistes. Et pour revenir mais très rapidement sur moi-même, donc j'ai commencé par l'association Positive Soul. Ça, c'était il y a fort longtemps, je crois que c'était en 2007, quelque chose comme ça, par organiser des battles de danse, des concerts. De Positive Soul, je suis passé à l'association Espace Undertown, où j'étais programmateur de concerts rap là-bas, mais également animateur socioculturel. Et après l'Undertown, j'ai été donc programmateur pour la fête de la musique. Et en 2016, j'ai aussi rejoint Colors via la création d'une structure qui émanait de Colors,
qui est Colors Live. Donc on commençait à sentir qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire en lien avec la production de concerts et le booking de concerts. Et c'est que par ce biais-là que Thibaut m'a appelé. On a discuté, on s'est dit ok, on va construire Colors Live, et puis c'est comme ça que j'ai démarré l'aventure Colors. Pour redonner encore un peu quelques chiffres et puis un peu poser le cadre par rapport au label, donc en 2016, Makala il signe un contrat de publishing chez BMG France, donc ce qui est pas rien. Donc on est d'accord, on parle que d'artistes genevois, donc voilà, c'était un artiste genevois avec le compositeur qui s'appelait à l'époque Pink Flamingo, qui s'appelle Manon Varnish La Piscine, qui signe un contrat d'édition, ce qui veut dire que leurs droits, ils cèdent une partie de leurs droits d'auteur et de compositeur à une grosse structure qui s'appelle BMG, qui, elle, va s'occuper de récupérer ses droits de manière monétaire à travers les passages radio, télé et dans les concerts, pour la faire courte. Et c'est un instant important parce que c'est cette signature-là qui amène un premier article très important dans la Tribune de Genève qui fait part du fait que Makala a signé à BMG. Ensuite, on construit le Extreme Tour. Extreme Tour, c'est un super groupe qu'on a formé de toutes pièces, donc par des artistes solos que sont Slimka, Dime et Makala. Et l'Extreme Tour, ça nous a permis de répondre à une demande qu'on sentait croissante dans le marché français, de voir donc ces nouveaux artistes émergents genevois dans les salles de concert. Donc on s'est allié à Yuma Prod, qui est on va dire une des plus grandes structures de production d'événements et de booking de concerts en France, spécialisée dans le rap, qui nous ont fait confiance et avec lesquels on a signé un partenariat pour faire beaucoup de concerts sur 2 ans. On a également signé un contrat de distribution avec Idol, un contrat de distribution digitale avec Idol. On était au début du développement du label dans un autre qu'on appelle agrégateur. Donc c'est une boîte qui permet de mettre nos sons sur les différentes plateformes et qui le fait de manière professionnelle, ce qui fait qu'on peut être mis en avant. Donc avant, on était chez Believe, avec lesquels on avait un deal, mais qui était assez basique. Et puis ensuite, à la fin de notre contrat chez Believe, on s'est rendu compte qu'on a commencé à avoir un peu le vent en poupe. Donc c'est-à-dire que eux, pour renouveler nos contrats, ils nous ont fait une offre. Et quand on a reçu la première offre, on s'est dit ok, si on en reçoit une, ça veut dire qu'on peut en avoir d'autres. Et donc là, on a commencé un peu à naviguer. On a parlé avec Universal Suisse, Universal France. On a été parler à Sony aussi. Et on est tombé sur Idol, qui nous a fait une offre qui correspondait le plus au niveau auquel on était en termes de développement. Donc on est parti sur Idol, ils nous ont donné des bonnes conditions, des meilleures conditions pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné une avance sur les résultats qu'on allait faire en termes de vente de streaming plus tard. Entre 2017 et 2020, on a compté il n'y a pas longtemps là, avec Thibaut, on a fait à peu près 200 concerts. En 2017, 50, 100 en 2018 et puis encore 50 en 2019. C'était pas mal. On s'est donc d'abord simplement Yuma Prod pour le Extreme Tour et ensuite on a fait 2 collaborations pour les tournées solo de Makala et Dime, une avec Live Nation pour Dime et puis une avec Caramba Spectacle pour Makala. On a, pour donner une idée, entre 2018 et 2020, on a eu 3 millions d'utilisateurs uniques, donc sur les différentes plateformes. En 2019, on a fait l'équivalent de 30 millions de streams, ce qui est plus ou moins, je dis plus ou moins parce que c'est très nébuleux, hein, mais c'est, on va dire, entre 17 et 18 000 albums vendus donc en 2019. On a produit à peu près 70 chansons donc en 2019. Et puis en termes de following, on a
120 000 personnes qui suivent nos artistes plus le label, mais le label ne pèse pas énormément en termes de following, c'est plus les artistes. On en a 120 000 et puis à peu près 25 000 sur Twitter aussi. On a produit pas mal de clips, je dirais une quinzaine de clips, et puis dernièrement, là en 2020, on a produit notre premier film. Donc c'est un peu, ça te donne une idée, de ce qu'on a fait de manière très synthétique. Et puis, ce que je veux pouvoir mettre en avant, c'est plutôt une philosophie, une façon de penser, et puis on va dire surtout un peu un moyen mémotechnique de se rappeler des différentes étapes dont on a besoin pour pouvoir développer un label le plus efficacement possible. Donc j'ai réussi à synthétiser en 3T, enfin un truc à l'américaine comme ça. C'est donc talent, travail et timing. Quand on parle de talent, c'est que pour moi, un label, il se développe grâce au talent qu'il compose. Donc ça, c'est la matière première, c'est l'essence même du travail d'un label. C'est-à-dire qu'on a des artistes, on croit en ces artistes, on sait qu'ils sont capables de créer et de créer et de créer et de créer. C'est-à-dire qu'ils ont un volume de création et ils ont une imagination qui est sans limite. Et nous, on est au service de cette imagination. Je parle de ça, je peux te donner un exemple, c'est... On avait eu une discussion avec Antigel. On est parti à Paris pour faire un shooting avec GM Weston. Et dans le TGV entre Genève et Paris, Varnich, je sais pas, il se sentait pas bien, et donc il s'est un peu reposé. Et le temps qu'il dorme entre Genève et Paris, il avait déjà fait le scénario des Contes du Cocatou qu'on allait pouvoir montrer en première mondiale en février, quelques mois plus tard. Donc ça, c'est pour montrer l'esprit créatif qui anime les artistes qui sont chez nous. Et c'est vrai que ça peut partir de ça, à créer une ligne de vêtements, imaginer des concepts de communication autour de la sortie d'un album, comme a fait Makala. Enfin, c'est vraiment le cœur même de notre activité. C'est ce qu'on doit pouvoir structurer. Et c'est important, je pense, quand on se lance et quand on cherche des artistes à soutenir, de soutenir des artistes qui cherchent une voie un peu différente, qui ne cherchent pas forcément à se mettre à la file de ce qui se fait. Parce que non seulement c'est pas très original, c'est pas très fun, mais en plus, même en termes de business, c'est pas très... à moins d'avoir des moyens incroyables, c'est pas très smart non plus, dans le sens où si tu es 4e, 5e ou 10e, le 10e artiste à faire la même chose, ben, tu rentres dans la file et puis tu attends que les autres aient fini de manger, et puis ça peut durer longtemps. Ensuite, de talent, on passe au travail. Donc c'est-à-dire que tu dois développer tu dois accomplir un volume de tâches énorme pour pouvoir soutenir les talents qui sont avec toi. Et ce volume de tâches, bah, ça passe par l'enregistrement d'énormément de maquettes, ça passe par justement quand on a 200 concerts, chaque concert, ça veut dire une feuille de route, ça veut dire la négociation des cachets, ça veut dire le budget tourné. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en lien avec ça. C'est de multiples campagnes de communication qui accompagnent les projets et les tournées. C'est répondre à des milliers d'emails. C'est aussi savoir s'entourer. Quand je parle de travail, c'est aussi savoir faire des collaborations avec différents corps de métier. Je peux parler de graphistes, d'ingénieurs son, de producteurs de musique, de vidéastes, spécialistes de communication digitale, d'avocats ou de juristes, très important. Et sinon, finance, comptabilité, logistique, transport, enfin, et j'en passe. Et donc, il y a deux étapes, je veux dire, là-dedans. La première, ce serait déjà de savoir faire un petit peu tout soi-même, parce qu'au début, tout l'argent
que tu arrives à générer, tu vas le mettre dans la production des œuvres artistiques. Donc après, le reste, tu le fais avec tes heures, ta sueur, et puis tu essaies d'apprendre en faisant. Et dès que tu commences à avoir la capacité de pouvoir engager des gens ou mandater des gens, bah, il faut connaître ces différents secteurs assez pour pouvoir avoir une discussion avec ton mandataire et lui faire comprendre que tu sais de quoi il parle et que tu sais où est-ce que tu veux aller et que tu sais pourquoi est-ce que tu le mandates pour cette chose spécifique. Et c'est aussi important par rapport à la négociation aussi de la rémunération. Et puis, je dirais que par rapport au travail, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux types de tâches qu'on effectue au quotidien. C'est des tâches, on va dire, un peu exécutoires, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais des tâches où c'est juste de la pure exécution. Et la pure exécution, pour moi, c'est... tu as vu ton client ou tu as vu ton artiste, vous avez fait un plan, vous êtes mis d'accord, vous avez un certain nombre de choses à faire. Et ces choses à faire, tu les fais, tu les exécutes dans un temps imparti et c'est important que tu puisses faire ça pour pouvoir continuer. Donc ça, c'est une partie, c'est une partie des tâches. Mais l'autre partie des tâches, c'est plutôt des tâches qui sont en lien avec les projets, avec les idées, avec le développement de ton business. Et puis... ce dont je me suis rendu compte dans certaines périodes, c'est que le volume de tâches d'exécution, il était beaucoup trop haut par rapport au volume de tâches qui sont plus créatives et qui viennent plus de développer. Donc il faut toujours être conscient de ces deux choses-là pour pouvoir garder un moment, même si c'est 2 heures par semaine, mais au moins garder un moment où tu te concentres spécifiquement sur cet aspect-là, parce que c'est ça en fait qui va te permettre de faire grandir ton business. Mais il faut aussi exécuter correctement, ça, c'est sûr, c'est important. Et le timing, pour moi, c'est la capacité de saisir les opportunités au bon moment. C'est vraiment... le travail et le volume de travail que tu effectues, ça te permet d'attirer une audience. C'est-à-dire que tu as une idée, ton idée, elle se transforme en projet, son projet, il est diffusé et ça capte une audience. L'audience, elle commence à arriver, elle commence à graviter autour de toi. Et une fois que tu as pu capter cette audience, tu vas créer une relation avec cette audience. Il faut imaginer des rendez-vous, il faut pouvoir développer son image pour que les gens continuent à revenir vers toi et on demande plus et on parle autour d'eux. Et le fait de parler autour le fait que ton audience un peu organique primaire, elle parle autour d'elle, bah, ça fait que tu fais de plus en plus de bruit et puis tu sens cette audience grandir. Donc ça, c'est la troisième étape. Il faut savoir sentir l'audience grandir et puis on la voit à travers les streams qui augmentent, à travers les followers qui augmentent. On la voit aussi à travers le nombre d'articles qu'on écrit à ton sujet, au sujet des artistes qui augmente. Et ce qu'on a vu, donc c'est vraiment, ça a été une augmentation exponentielle entre 2017 et 2019, c'était quand même assez significatif. Et pour une fois que l'audience augmente, bah, il faut savoir fidéliser une nouvelle audience. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens qui sont différents parce qu'il faut fidéliser plus de monde. Je vais donner un exemple concret. Un des premiers concerts ou si ce n'est le premier concert, on va dire, officiel de Makalai, ça s'est fait à Londertown. J'étais à Londertown à cette époque-là. Et Londertown, c'est une salle de capacité de 300 personnes. Thibaut, il vient, il m'explique ce qu'il veut faire. Je lui fais confiance, on organise le concert. Le concert, il est plein à craquer. Et puis là, on se dit, ah, OK, il y a quelque chose. Et puis ça, c'était en 2014 ou 2015. Et ensuite, on continue à évoluer de chacun de notre côté. En 2016, comme je t'ai dit, on se rejoint. On sent qu'il y a une émulation autour de, pas seulement Makala, mais aussi Simca, aussi Dime. On forme l'Extreme Tour. Et puis,
longtemps à l'avance, on se dit, OK, on veut que la première date significative du Extreme Tour, on veut la faire en 2017, je crois que c'était au mois de mai, le 24, j'espère, quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, on veut le faire à l'usine, c'est-à-dire qu'on fait plus que x2 par rapport à la jauge, sans vraiment savoir si le public allait être au rendez-vous. Mais par contre, même si on ne le sait pas, on le sent. Et puis on sent qu'on arrive à un stade où on peut se dire, OK, si on met les trois ensemble, au vu de tout ce qui se passe autour, le premier concert dans la ville, on peut aller à l'usine qui est, on va dire, je crois que c'est 800 personnes, mais ça peut aller, pour des personnes un peu maigres, ça peut aller jusqu'à 1000. Enfin voilà, c'est une grosse jauge. Il y a des gens qui y croyaient, il y a d'autres qui y croyaient pas. Nous, on l'a senti. On a changé, je dois dire qu'on a augmenté les moyens pour pouvoir faire la communication sur le concert. On a fait des petites vidéos teaser. On a acheté on n'avait pas tant de moyens que ça, mais on a acheté deux panneaux publicitaires SGA, un roulant qu'on a mis dans la gare qui permettait de faire des stories quand tu le vois passer, etc. Et puis personne d'autre faisait ça dans le rap, à part les gros trucs à l'Arena. Et on en a mis un autre placé un peu stratégiquement, pas loin de l'usine, sur la voie du tram qui était très large, qu'on pouvait voir aussi beaucoup. Et puis là, le concert c'était mercredi ou jeudi, dimanche. On voit le niveau des préventes, c'est pas folichon, on est peut-être à 100, même pas. Mais à partir de lundi, ça double presque chaque jour. Et puis on arrive au jour du concert, c'est déjà sold out, même avant le début du concert. Et on arrive là-bas et puis on voit qu'il y a encore 100, presque 200 personnes qui essaient d'avoir des billets sur place. Et puis là, on se dit, OK, ouais, on a du flair. Et le concert, c'est de la tuerie. Donc, mais c'était justement sentir ce timing-là. Si on l'avait fait 6 mois avant, peut-être que ça aurait été plus dur. Il faut le faire au bon moment. Puis ça s'apprend pas, quoi. Ça s'expérimente. Et c'est un cycle perpétuel. Donc, entre le fait d'attirer l'audience, de créer la relation, sentir grandir, fidéliser, c'est comme ça qu'on grandit. Et le sens du timing, il est très, très important pour pouvoir se développer. Ça sert à rien d'appeler... d'essayer de trouver par tous les moyens l'email du CEO de Nike ou de Spotify en lui disant que je suis le meilleur artiste du monde, même si c'est bien d'avoir confiance en soi. Il faut savoir quand est-ce que tu vas faire cet appel parce que tu n'as qu'une chance. Surtout si tu as eu le numéro d'une manière un peu bizarre, il ne va pas te reprendre 2 fois au téléphone. Donc il faut savoir le faire au bon moment. Ensuite, il y a un autre aspect qui est important dans le développement d'un label et le développement de carrière artistique, c'est les partenariats publics ou les partenariats privés qu'on peut avoir. Par partenariat public, je parle de la ville, du canton, donc je parle de subventions ou de contributions donc, à des projets, donc la ville, le canton, la FCMA, donc c'est pour les musiques actuelles, Pro Helvetia, la Loterie Romande, différentes fondations. Et puis pour elles, pour ce type de structure, l'objectif, c'est vraiment le rayonnement de l'institution à travers les œuvres qu'ils soutiennent. Pour nous, on avait une idée, parce que quand je dis nous, pour moi, je viens du rap, quoi. C'est des artistes, mais la spécificité, ça reste le rap. Et puis pour nous, on avait une idée un peu vague de tout ce système de subventions. On est arrivé sur le tard parce qu'on pensait que c'était plus pour... la musique, la musique contemporaine, des secteurs de la culture qui sont un peu plus nichés, moins populaires, mais qui donnent une assise un peu à la ville en termes de rayonnement et en termes de crédibilité, parce que c'est très pointu. Donc on pensait que c'était un peu que ça qui était soutenu. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas, pendant longtemps, on n'a pas demandé. Après, on avait aussi un manque de compréhension par rapport à si on était vraiment voulu ou pas. Donc je pense qu'il y a eu un espèce d'un complexe d'infériorité d'un côté, d'une autre,
et un complexe aussi de supériorité de l'autre côté, donc du leur. Dans le sens où je t'apprends rien quand je te dis qu'il y a des préjugés sur le rap et puis que souvent les personnes qui connaissent pas, bah, ils vont toujours dans les lieux communs, ok gangster, ok dealer, ok yo-yo quoi. Et puis et donc j'ai été dans des discussions avec des personnes qui connaissent pas la culture et qui résumaient un peu à ça. Et c'est important de pouvoir un peu redresser ce discours-là en disant que c'est pas un truc de jeunes, c'est un mouvement culturel qui s'est construit de rien du tout et qui est toujours là maintenant et qui est partout. Et puis, donc il va falloir faire avec. Moi, j'ai plus de 40 ans et il y a des jeunes de 16 ans qui l'écoutent, et il y en a de 50 ans qui l'écoutent. Donc c'est juste une musique à part entière, une culture à part entière. Donc voilà, il y a eu un peu, je veux dire, la compréhension d'un côté comme de l'autre, et puis d'où l'importance de communiquer. Parce que je pense, je suis pas dans la victimisation, c'est juste, il faut pouvoir être en position pour pouvoir communiquer correctement et dire ce qu'on veut, et puis essayer de clarifier la vision, et puis montrer qu'on fait preuve de sérieux. Et pour ce genre d'institution, ce qui est très important, c'est ce que je disais avant, c'est les articles. Quand on a eu dans l'intro, on a eu pas mal d'articles, la Tribune, Le Temps, etc., Nova sur le site, les Inrocks, tout ça. Le fait qu'on ait ce genre d'exposition, ça dit ok, en fait ils sont officiels. Donc il faut se servir de ça, de servir de cette crédibilité, on va dire officielle, pour pouvoir aller chercher des subventions qui vont permettre de réaliser des projets dans des conditions qui, pour moi, sont optimales, dans le sens où il n'y a pas de contrepartie. Les fondations, elles ne cherchent pas à résoudre une problématique de retour sur investissement. Elles sont là pour pouvoir soutenir l'art en tant que tel, l'art et l'artiste en tant que tel. Donc il faut pouvoir créer une relation, constante avec elle, et pour qu'elle puisse soutenir ce pan de l'art de plus en plus. Et c'est très important pour moi, parce que ça finance des albums, ça finance des tournées, etc. C'est vraiment un pan qu'il ne faut pas négliger, surtout pour les artistes et les labels indépendants. Après, il y a les partenariats privés, donc c'est les grosses boîtes, les grosses multinationales, etc., et qui pour moi ont un positionnement je qualifierais de marketing urbain, tu vois. Ils ont besoin d'un marketing urbain. Urbain, c'est un peu fourre-tout, mais on voit ce que ça veut dire à travers le soutien de talents locaux. C'est comme ça que j'ai un peu analysé la chose, et puis pour ça, ça peut partir d'un envoi de vêtements pour poster en story, etc., ou d'accessoires. On a eu des partenariats avec Swatch, des partenariats avec Puma, et puis tu reçois la chaussure, tu fais une story, tu as tant de followers, ok, ça marche. Ça peut être sponsorisé des soirées. L'album de Dimé, on a fait le vernissage à Paris, et puis on a sorti avec Havana Club, donc voilà, c'est sponsorisé d'un sponsor de soirée. Ça peut être des soirées privées avec des fans triés sur le volet, donc ça c'est Chivas qui a fait ça avec Makala, ou Budweiser avec Slimka. Ça peut être des invitations juste à des festivals. Slimka et Dimé étaient invités à Tomorrowland, tout frais payé, etc. Et puis tout ce qu'ils avaient à faire, c'était faire des stories en montrant que c'était cool, et puis voilà. Et ou sinon des placements de produits dans les clips. Et après, il y a des choses qui peuvent être un peu plus, consistants, et avec des plus gros projets, comme le projet de Footlocker qui a été fait avec Dimé en fin 2018, où là, c'était intéressant. C'était intéressant dans le sens où on était suivi par un média qui s'appelle Vice, qui est un gros média. Et Vice France, Vice en général, ils ont eu un super modèle de développement, dans le sens où c'est un méga média qui est très tendance, et ils se sont placés comme étant justement un média tendance, et ça leur a permis de changer
on va dire, de changer leur modèle d'affaires en créant en créant une succursale de Vice qui s'appelle Virtue, qui est une agence de communication. Et maintenant, cette agence de communication, elle bénéficie de l'aura de Vice pour pouvoir aller démarcher des clients et faire des campagnes, comme la campagne de Foot Locker de Dime. Donc c'est par Vice que Dime a été contacté pour faire sa campagne. On est parti à Amsterdam, on a fait le clip, il y avait une chanson exprès, et puis il a choisi des habits qu'il a portés, et puis il y avait une collection capsule à son nom qui était disponible dans, je sais pas, au moins une dizaine de pays à travers l'Europe, même en Asie. Enfin, c'est quand même assez gros. Et il y a eu, donc on a fait une campagne, je t'ai dit, dans le train avec Varnish, on est parti pour une campagne digitale de JM Weston. JM Weston, c'est une autre stratégie. C'était plutôt, ils cherchaient par cooptation des artistes un peu plus nichés, mais très talentueux. Quand je dis un peu plus niché, je parle même pas de la musique, je parle juste de nombre de followers, etc., etc. Donc donc ils cherchaient des artistes pas forcément grand public, mais talentueux à mettre en avant dans leur campagne comme étant des amis de la marque. Ce qui est une autre stratégie qui est aussi intéressante. Ils ont invité Varnish et nous, on a eu la possibilité ensuite de placer une de ses compositions comme la musique de cette campagne digitale. Donc ça, c'était un beau coup double. Et puis, une dernière, c'est collaboration avec Red Bull. Avec Red Bull, on commence à collaborer pas mal sur différents types de formats. Puis il y a un très gros format, c'était le Secret Gig qu'on a fait en 2019. Où il y a eu 2000 personnes qui ont été réunies dans un endroit qui a été donné au dernier moment avec toute une campagne de communication autour. On a fait, Dime a été interviewé à RTS 1245. On a fait vraiment une grosse campagne dessus. On avait une campagne de teasing avec plein d'épisodes en lien avec sa vie, comment est-ce qu'il allait faire pour pouvoir faire ce concert. Enfin, c'était quand même très gros. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime, quoi, parce qu'il y a énormément d'interlocuteurs et c'est très, très... il y a beaucoup d'enjeux et après, on arrive, donc c'est vraiment cool. Comme type de marque, on voit que c'est souvent streetwear, alcool, soda. En tout cas, pour l'instant, les gens qui viennent vers nous. Et ce que je pourrais dire de ça, c'est que c'est des marques qui aiment le buzz. C'est certaines marques aussi qui aiment pouvoir se renouveler et puis être toujours, j'allais dire en anglais, mais relevant, mais voilà, être toujours à la page par rapport à un public jeune. Et c'est aussi des marques qui, ça je l'ai remarqué, ils ne m'ont pas dit, mais je pense que c'est dans leur plan secret, ils aiment bien aller chercher des artistes qui sont pas encore des superstars, des artistes qu'on dit en développement, qui sont entre le inconnu et le méga connu. Parce que, ils coûtent moins cher. Ça coûte moins cher de demander à Dime de faire la campagne Foot Locker que de demander à Damso. Et en plus, quand ces artistes commencent à se développer plus et on commence à prendre une aura encore plus grande, la marque, elle passe pour une dénicheuse de talent. Donc ça fait un peu c'est un win-win pour eux, quoi, à court terme et à long terme. Et les formats avec les partenaires privés, c'est assez carré, dans le sens où ils ont les équipes de com, ils font plein de PowerPoint, ils sont très à cheval sur la visibilité de la marque, etc. Et c'est des formats qu'ils ont réfléchi longtemps, donc c'est un peu parfois difficile d'être créatif dans ce genre de format-là. Mais tout dépend vraiment de l'interlocuteur que tu peux avoir avec ce partenaire. Donc ça, c'était pour les partenaires privés. Je pense que c'est important de pouvoir bien sélectionner le type de partenariat privé qu'on peut avoir pour tes artistes en général. Justement, quand on parle de partenariat, je peux bifurquer sur
une de mes activités qui est celle du management d'artistes, parce que c'est justement c'est une des données du management d'artistes. Management d'artistes ou l'artistocentrisme. Donc si jamais je garde le trademark sur sur ce nouveau concept. Ok. Et, mais pour expliquer, c'est qu'il faut, avant tout, il faut avoir une connaissance la plus poussée possible, parce que parfait, c'est pas possible, mais la plus poussée possible de l'artiste avec lequel tu vas travailler. Et parce que cette personne, cet être, te confie sa vie. C'est pas juste, on parle pas juste de personnes qui ont des hobbies, on parle de personnes qui ont fait des choix de vie. Et ces choix de vie, c'est de développer leur talent artistique et de produire le plus d'œuvres possible. Et à partir du moment qu'il confie sa vie et confie son développement, c'est extrêmement important. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Donc, par rapport à ça, il faut connaître la personne. Et c'est très important de pouvoir connaître la personne, savoir quelle est sa situation familiale, savoir quelle est sa situation personnelle, sa psychologie, sa situation financière, quelles sont ses ambitions artistiques, ses ambitions financières aussi, quelle est son anxiété par rapport à tel type ou tel type de situation, dans quelles conditions il doit être pour pouvoir créer, quelle est sa force de travail. C'est tous des aspects qu'il faut pouvoir savoir, et puis c'est pas quelque chose que tu peux savoir du jour au lendemain en soumettant un questionnaire et puis en disant vas-y explique-moi en gros ce que tu veux. C'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend en faisant, en discutant, en passant du temps et en essayant de comprendre un peu quel est son rythme, quelle est sa vibration. Et pour ça, je pense que c'est vraiment primordial, parce que avant de penser à un deal, on se dit ah super, il y a la marque Y qui te propose 50 000 balles pour faire la chose X. Super, ça fait de l'argent pour ton artiste, ça fait ton pourcentage pour toi, tout le monde est content. Mais ce que demande la marque Y est tellement loin de ce que mon artiste a envie de défendre et puis de ce dans quoi il est à l'aise, que soit au dernier moment il va dire non écoute franchement Omar je peux pas faire ça, ou soit encore pire il va vouloir le faire parce que c'est moi, mais après il va m'en vouloir. Et c'est là que la relation et puis elle commence un peu à tourner au vinaigre. Donc il faut vraiment faire très très attention, savoir comment est-ce que tu construis et quel partenariat tu fais avec les gens. Et pour le management d'artistes, en fait, donc il y a cette vision, il y a cette ambition, et puis le rôle du manager, c'est de pouvoir construire une infrastructure et puis de structurer la vision. Au sens où la vision, elle est générale. Ensuite, il y a un certain nombre d'objectifs. Quand ton artiste il te donne les objectifs, il ne faut pas le censurer, il faut lui dire « Ok, bon », parce que plus les objectifs sont grands, plus on voit l'ambition. Et puis après, derrière l'ambition, on amène une dose de pragmatisme et on dit, OK, alors il faut passer telle étape pour pouvoir aller là où tu vas. Et puis c'est un peu montrer qu'il y a une relation de cause à effet entre le volume de production, donc le volume des œuvres qui sont créées, et la rapidité avec laquelle tu vas pouvoir passer d'une étape à l'autre. C'est-à-dire que si tu sors un truc tous les 3 ans, ça va être hyper difficile, quand en phase de développement, de pouvoir aspirer à faire des tournées internationales très vite. Donc il faut revoir soit l'ambition à la baisse, soit augmenter la production en disant ok, autrement ça va pas être possible. Donc il faut aussi pouvoir comprendre qu'on avance par à coup. C'est important, c'est un chemin qui est sinueux. Il n'y a rien qui se passe pendant 3-4 mois, tout d'un coup, pendant 1 mois, on a un super plan qui s'enchaîne avec un autre, etc. Puis après, il n'y a toujours rien, donc il faut savoir ça. Ça va pouvoir le gérer. Il faut savoir aussi donner les différentes sources de revenus qu'un artiste peut avoir. Donc dans la musique, ça peut être la vente d'albums, ça peut être le live, bon en ce moment c'est chaud, ça peut être
les droits d'auteur et de compositeurs, donc plutôt le côté publishing. Ça peut être faire de la composition si c'était un compositeur, ça peut faire de la composition pour des publicités, des films. Ça, c'est quelque chose qui est un secteur qui est très intéressant. Et ça peut être aussi des produits dérivés. Et puis, en fonction de ça, toutes ces branches, elles donnent un revenu qui est ce qu'il est. Et puis, il faut pouvoir comparer ce revenu avec l'ambition de base, qui est déjà très dure à atteindre, ce serait de pouvoir payer l'entièreté de ses charges. C'est-à-dire que quand un artiste arrive à ça, ça veut dire qu'il peut décemment vivre de son art. Et moi, je trouve que c'est important de pouvoir déjà avoir cette vision-là, qui est une première étape qui te dit « Ok, je peux continuer à faire ça et je peux continuer à le faire longtemps. » Après, on peut augmenter justement cette ambition, mais étape par étape. Et si on arrive déjà à cette étape, on est, je pense, mieux que la plupart des aspirants artistes. Parce que c'est la plupart du temps, il faut faire un job à côté, etc. etc. Après, donc, comme je parle d'argent, il faut décomplexer la relation avec l'argent. L'argent, c'est pas le... Après, ça c'est ma philosophie, mais je partage avec Varnish. L'argent, c'est pas le but ultime. L'argent, c'est un carburant qui te permet que tu mets dans ton véhicule que tu conduis et qui te permet d'emmener ton véhicule là où tu as envie d'aller. Ouais. Et donc, c'est juste une donnée qui est nécessaire pour avancer. Et puis, parce que le but ultime, c'est la liberté artistique. Le but ultime, c'est, donc, comme je t'ai dit, de pouvoir vivre de son art, de pouvoir voyager grâce à son art et d'avoir 100% de contrôle sur les choix que tu vas faire, tous les choix de collaboration que tu vas faire. Tu les fais parce que tu en as envie, tu les fais pas parce que tu en as besoin. Et je pense que ça, c'est aussi important de savoir. Et on est ambassadeur auprès de partenaires qui nous permettent aussi d'atteindre nos objectifs. Donc le manager, c'est comme un diplomate. Donc il faut pouvoir traduire les volontés de ton artiste et les faire comprendre à différents types d'interlocuteurs. On ne parle pas de la même manière avec un technicien qu'avec... Enfin, il y a toujours une base de respect, mais je veux dire, on n'utilise pas les mêmes termes et on n'a pas le même discours avec un patron de label, un technicien, avec des institutions, etc., etc. Donc, il faut savoir... pour moi, il faut savoir capter la fréquence de ton interlocuteur. Et ça, c'est, je pense, dans tous les domaines. Et à chaque fois qu'on interagit avec les gens... des personnes, ils ont une fréquence, ils ont une énergie dans leur discussion, ils ont un phrasé, ils ont beaucoup de choses qu'il faut pouvoir capter et afin de pouvoir adapter sa propre énergie pour arriver dans un espace de discussion qui est un espace commun, là où il va y avoir des échanges qui vont être le plus vrai possible. Et quand on sort de ces échanges, il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis après, le but final, c'est de montrer qu'on est crédible en faisant ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais voilà, il faut pouvoir créer ce type de discussion, ce type de relation, parce que c'est les relations et le réseau qui permettent aux managers de pouvoir proposer des alternatives beaucoup plus rapides au projet que l'artiste a en tête. Par exemple, pour les contes de Cockatoo, une fois qu'on avait le scénario, on a pu définir le nombre de lieux qu'on voulait avoir. Et dès qu'on a pu définir ça, on s'est dit, OK, on a 10 jours, il faut qu'on chope 10 lieux, on a besoin du Grand Théâtre, le Victoria Hall, etc. etc. Mais quand j'ai vu la liste, je me suis dit, c'est possible. C'est possible parce que j'ai pu, dans mon parcours, avoir des relations avec des gens qui étaient assez qualitatives pour que je puisse les appeler en leur disant « J'ai ce projet, il faudrait que tu m'aides pour ça ».
Et ça, c'est des appels qu'il faut pouvoir faire et qu'un manager doit pouvoir faire. Et ça, tu le fais seulement en ayant entretenu correctement ton réseau. C'est-à-dire que tu peux pas le venir si vous avez jamais parlé, si vous êtes juste vu comme ça, tu peux pas venir et demander ça. Et puis, bah voilà, ça nous a permis d'avoir le Ritz-Carlton, on a eu le Grand Théâtre, on a eu le Victoria Hall, le Café Lyrique, on a pu tourner dans des parcs, etc. Et puis, c'était tout dans les règles avec des autorisations. Mais voilà, parce qu'on a justement réussi à cultiver ce réseau, qui est important ensuite d'entretenir. Donc, la relation, c'est voilà, entre création et exécution. Et puis, je dirais que il n'y a pas... En tout cas, moi, je le vois comme quelque chose qui est presque sans limite. La relation que tu as avec ton artiste, dans le sens où tu peux un jour parler avec le patron d'Universal pour un méga deal. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va faire ça. Mais pour donner un exemple, et le lendemain, bah, tu descends à la Servette parce que, je sais pas, il y a une embrouille et puis il faut essayer de calmer tout ça, quoi. Donc, c'est deux exemples qui sont pas tirés de faits réels, mais c'est juste pour montrer voilà, l'ampleur du rôle et puis l'importance du rôle de la relation que tu as avec ton artiste. Maintenant, pour venir à un sujet un peu plus international et puis un peu plus gros, avec des gros poissons et puis des gros chiffres, j'étais assez intéressé de voir comment l'industrie du disque a évolué. Ils se sont gavés pendant des années. Donc quand je dis ils, je dis les majors. Et puis jusqu'à, on va dire, la fin des années 90, entre la vente des cassettes, des vinyles, des CD, sur un marché, ils ont mis le prix qu'ils voulaient, et puis ça venait, jusqu'à, ce que je crois en 1999, c'était, il pesait 25 milliards. Et puis ensuite, arrivé Napster, et le peer-to-peer, donc en gros, communauté de personnes qui se mettent ensemble et puis qui peuvent échanger des fichiers, dont des fichiers MP3. Et tout le téléchargement illégal, bah, ça a fait plonger. Ils ont perdu des milliards chaque année, les majors, jusqu'à ce qu'ils arrivent à iTunes, qui était un peu la... Donc Apple, ils sont un peu arrivés comme les sauveurs en se disant « Ah, il y a peut-être un modèle qui est différent, donc on va commencer à réfléchir à un modèle différent. » Et ensuite, à la suite d'Apple, il y avait Spotify. Spotify qui a pu, je crois qu'il est arrivé en 2006, mais ils ont galéré jusqu'à, on va dire, la fin des années 2000. Enfin, ouais, pas à la fin des années 2000, de 2010, 2011, comme ça. Et où ils ont réussi à montrer que leur modèle était intéressant. Ils ont réussi à montrer aux majors que leur modèle était intéressant. Et ils ont signé, et quand je parle de majors, je parle vraiment des mastodontes, donc Sony, Warner et Universal, donc le mastodonte des mastodontes, qui sont les trois labels qui gèrent la quasi-totalité du marché de la musique. Donc il faut savoir que même les labels qui sont... certains labels, je sais pas, Kendrick Lamar, il est dans un label qui s'appelle Top Dog. Top Dog, il est signé par Interscope, et Interscope, ils sont chez Universal. Def Jam, ils sont chez Universal. Enfin voilà, c'est voir on voit beaucoup de labels, mais il y a très peu de labels qui sont 100% indépendants, et la plupart, ils sont dans les majors. Et puis ces majors, donc, et ils contrôlent, ils ont donné une licence d'exploitation de leur catalogue, et le catalogue des majors, il correspond à 87% de la bibliothèque de sons disponible sur Spotify. Donc, et il y a quoi, à peu près 50 millions de titres sur Spotify. Ils ont 268 millions d'utilisateurs, 130 millions d'abonnés. Voilà, c'est très gros. Et ce qu'ils offrent, ce qui n'était pas possible avant, parce qu'il fallait acheter les CD un par un, ce qu'ils offrent, c'est le côté illimité de la consommation de musique, ce qui est bien pour certains, moins bien pour d'autres, mais voilà, c'est juste un fait, c'est comme ça. Et Spotify, ils ont été pas mal vilipendés en disant voilà, ils ne payent pas assez les artistes, etc. etc. Mais, ce qui est vrai, mais d'un autre côté, il y a aussi les majors qui empêchent Spotify d'atteindre une croissance qui leur permettrait peut-être de changer les choses, dans le sens où
euh, les majors, elles sont pas bêtes. Ils ont dit, OK, je sais pas combien de millions d'utilisateurs, mais ces utilisateurs, faut leur donner à manger. Et puis, ce que tu leur donnes à manger, bah, c'est nos sons. Donc, en gros, on te contrôle. Et il y a cette espèce de mariage de raison entre la plateforme de streaming et les majors où les deux côtés ont besoin l'un de l'autre mais se détestent et puis je pense et essaieront à mon avis de trouver des moyens de pouvoir dégager l'un ou l'autre du deal pour pouvoir manger plus. Mais pour l'instant c'est difficile et c'est dur pour Spotify parce qu'il y a Amazon, parce qu'il y a Apple Music, parce qu'il y a Tidal et ce qui donne beaucoup d'avantages aux majors donc, quand il faut commencer à négocier des nouveaux deals. Et puis après, il y a d'autres applications comme TikTok, les méchants chinois, ou Twitch. Twitch, ils ont organisé un concert pendant le confinement de Travis Scott. Il y avait 12 millions de personnes sur Twitch, Fortnite, Travis Scott. Enfin, c'est des trucs que je maîtrise pas trop à part Travis Scott. Mais juste pour montrer qu'il y a plein d'applications qui utilisent la musique comme un biais pour atteindre leur objectif qui est de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son téléphone. Parce que l'argent, il est là. Si tu sais que tu arrives à garder ton utilisateur pendant des heures et des heures et des heures et que tu as des millions d'utilisateurs, bah après tu vas avoir ton annonceur et puis c'est toi qui mets ton prix. Et en disant, bah ouais, moi j'ai l'attention. Et puis la bataille, c'est l'attention. C'est pour ça que ça dévie un peu par rapport au but premier de la musique et puis ce type de consommation. Là, c'est plus, bah voilà, la musique prend le pas de l'évolution, on va dire, de l'économie et puis va vers un marché de l'attention. Et puis donc les labels et les artistes dans tout ça, bah, il y a plusieurs possibilités. Le Graal, à l'époque, c'était de se dire on va signer en major. Super, on va signer en major, on va être refait, etc. Ça va être super. Maintenant, il faut savoir que signer en major, ça vient avec différentes comment on pourrait dire ça signer en major, ça c'est pas quelque chose qui vient sans conséquence. Parce que le schéma, il va se faire comme ça. La major, elle va te donner une avance, on va dire 100 000. Cette avance, elle va te permettre de vivre un peu et en plus de produire ton album. Et si tu as de la chance, ils vont rajouter un peu d'argent en plus en communication. Mais c'est une avance. Et cette avance de 100 000, tu vas devoir la rembourser, et c'est contractuellement écrit que tu vas devoir la rembourser avec les ventes de ton projet. Et non seulement tu vas devoir la rembourser avec les ventes de ton projet, mais en plus tu vas devoir la rembourser avec le pourcentage que tu vas gagner sur les ventes de ton projet. Donc, et pour être un peu plus clair, si tu as une avance de 100 000 et qu'un deal de major il est de 85% pour la major et 15% pour toi, les 100 000, tu vas les rembourser sur les 15% que tu gagnes. Ouais. Ce qui veut dire que tu vas galérer assez longtemps pour pouvoir rembourser ça. Et tant que tu ne l'as pas remboursé, la major, elle te tient. Et une fois que tu l'as remboursé et que tu arrives dans des chiffres un peu intéressants, bah, ils ne sont pas bêtes, ils savent, hein, c'est un indicateur, ils te proposent encore une autre avance qui sera peut-être encore plus confortable, ils vont te mettre dans des conditions encore plus confortables, mais ce ne sera que des choses que tu vas devoir rembourser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est exclu, mais tu es quand même condamné à avoir des méga hits. Et ça change un peu la conception que tu as de ta musique, parce qu'il faut vraiment pouvoir rentabiliser ça. Et ça se rentabilise aussi à l'extérieur. Donc, je dis droits d'auteur, tournées, etc., etc., etc. Et ça c'est, je pense, l'avantage de signer dans une major, c'est qu'on a assez d'exposition pour ensuite gagner ton argent ailleurs. Mais sur les ventes d'albums, c'est pas le top. Après, tu peux partir directement chez Spotify
C'est-à-dire mettre ton morceau, le mettre là-dessus, le mettre sur la plateforme. Et par rapport à ça, tu te dis, ça va, c'est cool, j'y vais, je gagne mon argent. Puis je crois que la valeur d'un stream, c'est 0,00437. Donc, en gros, il te faut 300 000 streams pour gagner 1500 francs. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Et tu fais partie des 50 millions de titres qu'il y a sur la plateforme. Donc comment est-ce que tu fais ? Tu as intérêt à avoir une sacrée audience ou tu as intérêt à avoir des moyens. C'est-à-dire que le jeu, là, c'est plutôt d'entrer dans des playlists. Et les playlists, c'est ce qui a remplacé la radio. Et c'est une playlist comme Rap Caviar qui a 10 millions d'utilisateurs, tu te dis, OK, là, j'ai peut-être une chance parce que il y a tant d'utilisateurs, ils vont jouer plein de fois, ils vont tomber plein de fois sur mon morceau et puis je peux avoir très rapidement des millions de streams grâce à ça. Mais pour arriver sur cette playlist, c'est Spotify qui la gère et c'est aussi les labels derrière les artistes qui sont en majeure partie sur la playlist qui gèrent. Donc tu en reviens au major. Ce qui veut dire que ça peut être aussi assez compliqué. Donc moi je vois deux options. La première pour un label indépendant, c'est de modifier un peu son modèle d'affaires et puis se dire que nous, ce qu'on arrive à faire et ce qu'on fait bien, c'est créer des œuvres qui sont originales et qui ont une esthétique particulière et qui ont tout un univers autour. Et ça, c'est vraiment notre plus produit. C'est ça qu'on peut vendre, c'est notre savoir-faire qu'on peut vendre. Le savoir-faire de Colors, Colors, il est connu pour son son et pour la qualité de ses mix et puis pour la liberté créatrice de ses artistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on produit et qu'on peut ensuite qu'on peut ensuite vendre comme une licence exclusive d'exploitation à un label qui lui a plus de trésorerie, qui maîtrise mieux la communication de masse, qui a des bonnes entrées dans les radios, qui a des bons RP, etc. Enfin, il y a tous les corps de métier qui gèrent. Et ce label peut faire ça. Et vous faites donc une collaboration où le label final va peut-être avoir la possibilité d'avoir un catalogue un peu plus enrichi. Et vous êtes payé pour votre travail et vous restez propriétaire de votre master parce que vous cédez juste une licence d'exploitation. C'est ça que vous vendez. Donc ça, c'est une option. Sinon, une autre option, si on est toujours dans les labels indépendants, ce serait de pouvoir avoir un maximum de marchés dans plusieurs pays différents. Ça, c'est un peu un truc de warrior, quoi. Tu pars avec ton bâton de pèlerin ou juste ta connexion Internet et puis t'essayes de te dire, OK, ma musique, là, elle est en anglais, on peut aller regarder les marchés anglophones. Mais il n'y a pas que les États-Unis et l'Angleterre. On parle d'Australie, on parle peut-être de l'Asie, on peut parler de l'Afrique anglophone, on peut parler et puis on essaie d'avoir une audience dans chacun des marchés qu'on a identifiés pour que quand on sort un projet, on va directement parler à cette audience-là qui nous suit et se dire que si on a 5000 personnes, mais dans 10 pays, ça fait 50 000 personnes qui sont susceptibles d'acheter ton projet et puis d'acheter les vinyles, etc., etc., etc. Donc ça, c'est aussi, je pense, à mon avis, un modèle qui est intéressant. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail et de rigueur, mais je pense que c'est très intéressant pour tous les aspects du développement. Et puis, tu me diras, et Covid alors, dans tout ça. Franchement, voilà, quand on est comme les autres, on n'a pas vu venir. On finissait la projection des contes du Cockatoo, et puis je crois 2 jours après, on était tous confinés. Enfin voilà, c'était la fin du monde. On a perdu beaucoup de notre chiffre d'affaires parce qu'on avait pas mal de dates de concerts, et les concerts, c'est
les revenus du live, c'est à peu près 2/3 de notre chiffre d'affaires. Donc, le nôtre et de celui des artistes. Depuis, les bookers, tout ce qu'ils font, c'est nous envoyer des mails en nous disant OK, le concert qui était prévu en mars 2020, ce sera en automne 2020. Ah non, en fait, finalement, ce sera en mars 2021. Non, finalement, là, on en est à octobre 2021, en gros, pour des dates qui étaient prévues en mars 2020. Et donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je sais pas, on peut travailler sur des modèles de show en ligne. Les modèles de show en ligne, c'est bien. Par contre, c'est quelque chose où tout le monde un peu s'est rué. Et puis, donc, il faut avoir une qualité de production quand même assez forte. Et puis, une originalité pour pouvoir proposer quelque chose qui sort un peu de la masse. Sinon, c'est juste fondu dans la masse. Est-ce qu'on peut faire du consulting? Oui, mais consulting, c'est plus dans l'événementiel culturel. Et puis, c'est mort pour le moment. On peut collaborer avec des marques. On reste avec des collabs avec Red Bull. On a fait une collaboration qui est sous la forme d'un mini-documentaire entre Varnish et Joyce Rice et Charlotte Dos Santos. Ils ont créé un morceau à distance et puis ce morceau il est sorti. Et puis, donc c'était une collab Red Bull. Il y a encore ça, c'est aussi un peu beaucoup plus lent parce que c'est très basé sur l'événementiel. Le streaming, même le streaming baisse pendant Covid parce que les gens ils écoutent vachement des morceaux en voiture, en métro, etc. Donc pendant le premier confinement, comme les gens devaient rester chez eux, ils écoutaient moins de musique chez eux. Et puis il y avait aussi ce qu'on voulait développer, c'est la transmission. Donc plutôt à faire des masterclass, faire des workshops, vraiment pouvoir transmettre certaines connaissances qu'on a à la jeunesse, ce qui est quelque chose qui est possible, mais qui demande quand même, je pense, pour le départ, d'être présent quelque part. Donc ça, c'est un peu les options comme ça que j'ai vues. Et elles sont toutes un peu, je veux dire, difficilement réalisables. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas, on se lance pas dans ce secteur pour faire des choses qui sont facilement réalisables. Donc tout ce que je dis là, pour moi, ça reste en termes de projet. Et l'avantage qu'on a maintenant, c'est de pouvoir travailler justement sur cette partie d'exécution, mais projets et développement, pour avoir des formats qui sont le plus aboutis possible. Et puis après, ensuite, ça revient au timing. Le timing, ça va te permettre de sortir le projet quand tu sens qu'enfin ça s'ouvre, enfin ça se dégage. Tu as des projets qui sont ficelés, que tu vas pouvoir envoyer aux bonnes personnes, sur lequel tu as beaucoup réfléchi et qui vont être efficaces. Donc, je dirais qu'il y a un 4e T qui est important, c'est le T de toujours. Il faut toujours avancer. Super. Voilà. Merci Oumar pour cette magnifique masterclass, très enrichissante aussi. On a reçu quelques questions de la part de l'audience et je pense qu'elles ont pas mal lieu et pas mal attrait en fait à cette relation entre l'artiste et le manager. Et une question qui a été posée était la suivante. Comment est-ce que finalement, ou est-ce que même ça t'est déjà arrivé, comment est-ce que vous gérez les situations dans lesquelles vous pouvez avoir un conflit parfois même éthique avec l'artiste qui va peut-être vouloir faire certaines choses qui ne vous correspondent pas? Donc c'est la situation où moi j'aimerais qu'il fasse quelque chose qui lui correspond. Plutôt par exemple si l'artiste lui-même a envie d'avoir, voilà, on est tous jeunes, on a envie de faire certaines choses, etc. Est-ce que c'est pu arriver qu'il y ait des conflits éthiques entre vous deux? Alors ça peut être que lui veut faire quelque chose que toi tu voudrais pas qu'il fasse, parce que finalement peut-être qu'il représente un peu le label, ou l'inverse, toi qui pourrais par exemple vouloir qu'il fasse un truc, ou une marque voudrait qu'il fasse un truc, et lui-même n'a pas envie de le faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? C'est pas quelque chose que j'ai vécu, dans le sens où si on en arrive à cet extrême-là, c'est que pour moi, il y a beaucoup d'étapes qui ont été négligées et puis il y a un véritable problème dans le cœur de la relation. C'est-à-dire qu'il y a forcément, quand il y a deux personnes, il y a des avis qui sont divergents. Mais ces avis, ils peuvent comment dire, ces avis, ils peuvent
se réunir ou en tout cas être beaucoup plus proches l'un de l'autre si on discute, si on argumente. Si moi, de mon côté, je peux donner tous les éléments qui sont en lien avec le fait que j'ai pas envie que c'est mieux que tu ne fasses pas ça. Et puis lui, de son côté, va me dire, ouais, mais moi, j'aimerais faire ça parce que je vois plus loin, etc., etc. Donc, mais c'est plus des divergences de vision. Éthiquement, on a déjà parlé assez pour savoir que il y a des choses qu'on fera jamais et il y a des choses qu'on préfère faire. Donc c'est plus des différences de vision et puis ça se règle en discutant, en sachant que l'avis de l'artiste est plus important que l'avis du manager parce que c'est sa vie. Sa vie. Et par rapport donc à cette question-là, c'est vrai que j'ose imaginer qu'un label de musique va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans le développement d'un artiste. Ça peut arriver peut-être qu'il ait finalement envie peut-être d'aller voir ailleurs d'une certaine manière. Ouais. Comment est-ce qu'en tant que label de musique, on gère une situation comme celle-ci ? Bon, on va dire de manière très pragmatique, on le gère avec des contrats. Maintenant, même avec des contrats, c'est très difficile de garder un artiste dans une situation qui considère ne pas être optimale pour lui. Donc, parce qu'on peut le garder dans le label, mais on ne peut pas l'obliger à produire des œuvres, à sortir des choses, et puis on ne peut pas l'obliger à être heureux. Et le but, quand même, c'est que ton artiste soit le plus heureux possible. Et s'il sent, et c'est très, très souvent le cas, enfin, c'est-à-dire que s'il sent qu'il a des opportunités de développement qui sont beaucoup plus intéressantes ailleurs, bah, il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'il faut faire le travail avec son ego pour se dire, OK, bah, on a fait ce bout de chemin, les relations, elles ne sont pas éternelles, elles durent le temps qu'elles durent. Tu veux essayer quelque chose d'autre, vas-y, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de ressentiment au début parce qu'on a mis beaucoup de travail, j'assure, etc. Et puis c'est toujours au moment où ton artiste est le plus gros que les gros ils viennent, ils tapent à la porte, ils disent OK, moi je t'offre 2 fois plus et certains partent. Mais ça fait partie du jeu. Et puis c'est aussi une reconnaissance du travail qui a été fait, d'un savoir-faire. Et puis en t'entendant parler, on voit que finalement il y a énormément de compétences qui doivent être finalement investies dans une personne comme toi, par exemple, dans un label de musique. Finalement, un étudiant, par exemple, aujourd'hui à l'Université de Genève, un jeune, peu importe où, qui nous écoute, qui a envie de se lancer dans le milieu de la culture ou qui a envie de se rapprocher du milieu de la culture, qu'est-ce que tu lui recommandes finalement ? Peut-être pas forcément l'artiste, mais en s'intéressant peut-être à justement ces personnes qui ne sont pas les artistes, mais qui ont envie de se rapprocher de cet environnement. Est-ce qu'il y a des formations qui existent pour ça ou... Il y a des formations dans le domaine de la culture, mais moi, je suis plus pour le terrain. C'est-à-dire qu'il faut... il faut essayer de trouver des stages quelque part. Si on n'arrive pas à trouver un stage, bah, il faut que tu dises, OK, bah, moi, ce que j'aime, c'est l'organisation d'événements et je suis fort dans la planification. Bah, organise ton petit événement. Parce que c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent juste à des échelles qui sont différentes. Et ce qui est important dans ces schémas, c'est de faire. Il faut se dire, OK, j'ai envie de faire des clips, je ne peux pas me prendre 1000 ans pour forcément faire des cours. Je vais utiliser les cours comme un perfectionnement de ce que je sais faire avec mon bon sens. On travaille beaucoup avec un collectif qui s'appelle Exit Void. C'est des types qui ont des ressources illimitées en termes d'originalité, et qui sont hyper pratiques et qui ont en même temps une esthétique visuelle qui est belle. Et je pense pas qu'ils ont appris ça, qu'ils aient appris ça à l'école. Ils ont appris en faisant parce qu'ils sont passionnés. Et au fur et à mesure, bah, leur connaissance augmente et puis ils cherchent les connaissances, ils cherchent des perfectionnements sur des petits domaines qui permettent d'optimiser. Donc moi je dis, faut faire. Peu importe le secteur, faut faire. Et en parlant d'optimisation, du coup, d'une certaine manière, est-ce que ça veut dire que
toi aussi, dans ta propre expérience, dans ta propre expérimentation, tu viens justement rencontrer ces différents acteurs que tu vas faire rejoindre finalement la table au milieu pour concevoir un projet. Si tu parles de Exit Void, par exemple, je ne sais pas comment tu les as rencontrés, mais voilà, comment est-ce que finalement on arrive à se développer ce carnet d'adresses? C'est aussi tout en lien avec le volume de choses que tu produis et le nombre de projets que tu accomplis. C'est difficile de tout faire tout seul. Donc, il faut après s'associer avec des personnes qui ont la même énergie. Avec Exit Void, ils ont contacté Makala, Makala a regardé, ou c'est Makala qui les a trouvés, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Et il a bien aimé l'esthétique qu'ils avaient. Ils faisaient déjà des courts-métrages, des choses comme ça, des trucs un peu spéciaux. Et grâce à ça, ils ont fait une première collaboration sans réfléchir très loin, mais en se disant vas-y, on collabore, je vous fais confiance. Cette collaboration, elle en a amené une dizaine d'autres. Et pareil pour les graphistes. C'est-à-dire que le point commun, c'est l'amour de la musique. Et sur ce socle commun, on peut rajouter n'importe quel savoir-faire. Moi, si tu es un super balèze en compta, et viens, on va pouvoir vraiment structurer encore plus les projets et tu vas me faire gagner du temps et en même temps, moi, je vais te faire rentrer dans un monde qui t'intéresse. Donc, c'est en faisant et puis en se disant qu'il y a toujours, pour une idée, il y a toujours une, voire plusieurs ressources. Et pour moi, les ressources, c'est les ressources humaines. Les hommes et les femmes. Donc finalement, c'est un monde c'est un monde en constante expérimentation aussi. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est aussi un processus qui peut être appliqué à plein d'autres domaines qui ne sont pas exclusivement ceux de la musique ou du divertissement. Et je profite de cette occasion pour te remercier vivement pour cette magnifique masterclass. Merci. Franchement, c'était extrêmement enrichissant d'être assis ici en présentiel. Je sais que les gens qui nous suivent n'ont pas pu nous suivre directement ici et sentir cette énergie. Mais en tout cas, bonne chance pour la suite. Et maintenant, je m'adresse aux personnes qui nous suivent. On va de nouveau partir faire une petite pause maintenant, mais on vous retrouve dans quelques minutes, à partir de 12h15, pour ce que l'on appelle le Lunch Break Show, qui est finalement l'occasion pour vous aussi de rencontrer des étudiants qui entreprennent, qui s'intéressent finalement à tous ces processus, qui eux-mêmes se sont confrontés parfois peut-être à l'échec, qui eux-mêmes ont besoin finalement d'expérimenter et qui ont expérimenté les relations interpersonnelles et comment parfois ça peut aussi être un facteur déterminant dans n'importe quelle équipe. Bref, nous avons 3 groupes d'entrepreneurs qui nous rejoignent tout à l'heure. Oumar, à bientôt. À bientôt. Merci eSpace. Merci toi Maël. Merci Sonia. Merci Colors. Merci The Spot. Merci Colors. Merci tout le monde. Merci.